Alors, mesdames et messieurs, le livre qui fait l'objet de présentation aujourd'hui s'intitule « Agir pour la Guinée » et dont l'auteur est M. Aliou Ba, que nous venons de présenter. Ce livre, il faut rappeler, chaleureux public, que c'est un ouvrage de 180 pages, un essai aussi, reparti en 3 grandes parties. La toute première partie, pratique politique en Guinée, entre idéal de moralité et réalité de perversion. La deuxième partie, les enjeux contemporains et les défis du futur. Et la troisième partie, perspective, la nécessité des réformes et le courage des actions. Déjà, Monsieur Ba, bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir fait confiance et merci pour cette belle mobilisation. Merci beaucoup, madame. Merci d'avoir accepté d'organiser ou de modérer cette rencontre, ce débat. Nous sommes très honorés de bénéficier de vos services, dont le talent s'est confirmé au fil du temps, et bravo pour tout ce que vous faites pour la République. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous sommes réunis ici aujourd'hui dans le cadre de la présentation et de la dédicace de votre livre « Agir pour la Guinée ». Alors, où est parti le déclic en fait? Qu'est-ce qui a motivé la rédaction de cet ouvrage? Je vais d'abord me faire le devoir d'ajouter à tous les remerciements qui ont été exprimés par mes prédécesseurs, en l'occurrence le chef de projet, vous-même, et ainsi que M. Kaba et le doyen Fasseli Mara. Je suis très ravi, très content, même ému, que vous ayez tous consacré de votre temps ce matin pour répondre à notre invitation et partager ces idées qui constituent une contribution pour l'épanouissement de notre société, pour le développement de notre pays. Nous vous remercions et je remercie la famille et la présence de ma mère qui me met quand même dans une émotion que chacun de vous peut comprendre. Si je suis devenu ce que je suis devenu modestement, c'est grâce à son combat, au combat de mes oncles. Mon père est décédé quand j'étais étudiant. Du courage. C'est énormément d'émotions. On le comprend aujourd'hui. Tout ce monde est là pour vous, Messieurs Ba. S'il vous plaît. Du courage surtout, c'est pas évident. Maman, c'est énormément d'émotions aujourd'hui. Paix à l'âme du papa. Ce n'est pas évident. Nos parents restent nos parents, quel que soit l'âge que nous avons. Nous les pleurons toujours. Essayez de vous calmer un peu. Désolé. J'aurais aimé qu'il soit là, parce qu'il a toujours voulu ça. Il nous a éduqués, il nous a préparés pour servir notre pays, notre société. Il m'a toujours dit, Aliou, tu vivras nulle part si ce n'est pas en Guinée, parce que tu dois faire quelque chose pour ce pays. Alors, cette émotion, elle vient de tous ces souvenirs. Je ferai tout pour honorer ce qu'il a toujours voulu que je sois. Alors, ce livre a une histoire. Lorsque je me suis engagé en politique, je m'étais dit que je devais non pas limiter mes ambitions à conquérir, exercer le pouvoir, mais je devais aussi contribuer à partager mon vécu, à partager mon expérience des faits et à contribuer à travers mes idées à l'épanouissement de la société guinéenne et au développement de la Guinée, parce que chacun de nous doit quelque chose à notre pays. Je remercie M. Sansi Kaba Diaguité, qui, à travers l'Harmattan, m'a mis en confiance dès les premières heures. C'est quelqu'un que j'ai connu depuis plusieurs années, qui s'est toujours battu pour le rayonnement de la Guinée, qui m'a dit « Aliou, on peut y aller. Je pense que tu peux le faire.
nous pouvons le faire ensemble, tu peux compter sur moi. Et ça n'a jamais manqué cet engagement, donc je voudrais que vous l'honoriez à travers vos applaudissements. Merci beaucoup, cher ami. Le doyen Fasseli Mara est quelqu'un que j'ai connu personnellement il y a quelques années, mais apparemment il fait très attention à moi depuis un bon temps. Ces mots m'ont été d'une très grande utilité pour m'encourager. Merci beaucoup, papa. Merci d'avoir été là. Alors, ce livre a été écrit au fil de mon engagement. Chaque étape de mon engagement politique correspond à un ensemble de situations qui m'ont inspiré de la réflexion. Parce que si vous le prenez, vous comprendrez que ce n'est pas un livre de diagnostic. C'est un livre de réflexion. J'ai lu beaucoup d'ouvrages qui font état d'une situation, mais je me suis dit, je considère que la plupart de nos concitoyens savent les mots auxquels ce pays fait face au quotidien. Et mon devoir n'est pas de rajouter à ce descriptif, de rajouter à ce diagnostic, mais plutôt d'apporter des pistes de solutions, des perspectives, surtout se rapportant aux problèmes structurels auxquels la Guinée s'est confrontée. Donc c'est une réflexion multisectorielle. Et la particularité aussi de ce livre, c'est que j'ai adopté un style de rédaction, une méthodologie de rédaction très simplifiée parce que, à ma qualité d'enseignant, sans prétention, je peux dire un mot sur la manière de percevoir. Je comprends la sociologie de la Guinée, je comprends comment les étudiants comprennent les choses, comment la société elle-même perçoit le message. Et l'intérêt d'écrire, c'est d'être lu et compris. Parce que si on n'est pas lu et compris, ça n'a absolument pas de valeur ajoutée. Alors c'est pourquoi j'ai beaucoup travaillé sur la méthodologie pour rendre le message accessible. C'est pourquoi vous remarquerez que ce n'est pas un livre élitiste, ce n'est pas un livre destiné aux intellectuels. Les intellectuels sont importants, mais la configuration de la société guinéenne est de sorte que ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou de se performer dans les études sont les plus nombreux. Alors, mon message, je voudrais qu'il soit accessible à tout ce public. Donc, raison pour laquelle cet exercice qui a donné naissance à cet ouvrage permet, à travers des thématiques développées, de comprendre non seulement les problèmes de société qui sont identifiés là-dedans, mais également de se voir dans des bonnes perspectives, parce que je l'ai dit, si on fait une évaluation du parcours de la Guinée sans prétention aucune, on ne peut pas, au regard des principes des ressources dont nous disposons, dire qu'on a réussi. La Guinée est encore un pays en difficulté, nous sommes parmi les pays les plus pauvres du monde par le fait de la gouvernance, pas par le fait du manque de volonté des citoyens, pas par le fait du manque de ressources, mais la gouvernance a fait défaut. Il faut qu'on ait le courage de se le dire. Et je ne viens pas en politique pour rajouter à ces défauts, je viens plutôt en politique pour contribuer à inverser cette tendance. C'est pourquoi j'ai parlé d'un futur qu'on peut rebâtir. Et ce livre vient en réponse à cette préoccupation personnelle que je considère suffisamment partagée par nos concitoyens qui ont envie d'une Guinée qui réussit et au bénéfice de tous. Bien, je pense qu'on s'est suffisamment compris à ce niveau. Et donc, je le rappelais en fait que c'est un livre reparti en 3 grandes parties. J'insiste beaucoup là-dessus. Et donc, à la première partie, précisément, à la page 24, vous écrivez ceci, Monsieur Ba. Le pouvoir ne change pas l'homme, il permet juste de mieux le faire connaître. C'est-à-dire dans cette partie, j'ai voulu illustrer la crise de confiance qui existe entre les gouvernants et les gouvernés, que ce soit la gouvernance par les politiques, que ce soit la gouvernance par les militaires, parce que l'histoire de la Guinée, elle est faite aussi de transition militaire. La gouvernance politique en Guinée n'a pas été que civile, elle a été militaire, quelquefois exclusivement, elle a été militaro-civile. Donc j'ai voulu m'attaquer à ce sujet pour illustrer le fait que certains ont la perception que les politiques changent dès qu'ils arrivent au pouvoir. Alors qu'en réalité, le pouvoir ne fait que révéler ce qu'ils sont, ou ce qu'ils ont toujours été. Alors, il y a beaucoup de déceptions
très souvent, on dit oui, tel il disait ceci, tel il faisait ceci, de sorte que les citoyens guinéens aujourd'hui, sans besoin, on n'a pas besoin de faire un sondage, sont très réticents vis-à-vis des politiques. Ils sont très réticents vis-à-vis de la gouvernance. Alors que lorsqu'on décide de s'éloigner de la gouvernance politique, on est obligé de subir sans avoir des moyens alternatifs pour changer les choses. Je donne des exemples simples. Lorsqu'un intellectuel confirmé dans son domaine de compétences décide de s'éloigner de la vie active, de la vie politique, de la vie sociale, il ne deviendra jamais législateur. Un législateur, c'est un élu. Sur la base de nos lois, c'est à l'Assemblée nationale qui revient la responsabilité de légiférer. Alors, les lois s'appliquent à tout le monde, peu importe votre fonction, peu importe votre position sociale, peu importe votre statut. Alors, dès lors que ces lois ne sont pas de bonne qualité, ça veut dire que vous qui êtes là, qui pensez que c'est la critique avec la télécommande qui peut changer les choses, alors que ceux qui ne méritent pas de siéger profitent du vide que vous avez laissé parce que vous ne voulez pas vous engager, et tout de suite la population ne connaît que ceux qui sont socialement investis, socialement intégrés. Lorsqu'il y a des élections, c'est très souvent, vous entendez, les élites en Afrique en général et la Guinée en particulier, je considère, sans prétention, sans porter un jugement de valeur, mais les élites ne sont pas suffisamment engagées dans l'action politique dans notre pays. Il faut requalifier l'engagement politique dans notre pays pour que ce soit une compétition saine entre les idées, que ce soit une compétition saine entre les propositions, pour que les populations puissent avoir des offres politiques qui leur permettront de choisir quels sont les plus habilités à siéger à leur nom et à légiférer à leur nom. Alors, voici cette dimension que je considère, cette déception que les gens ont souvent à dire que telle politique a changé. Il n'a pas changé. Il s'est retrouvé dans une position qui est en train de révéler sa véritable identité. Raison pour laquelle, même le modèle que je dirige, je dis aux gens, vous ne venez pas militer par le visage de Aliouba. Faites en sorte que vous vous rassurez que ce parti peut véritablement constituer une alternative pour vous. Et vous êtes concernés dans ce combat. Donc c'est cette dimension que j'ai illustrée dans ce livre. Et je crois qu'avec une lecture un peu plus attentive, vous comprendrez les contours qu'il y a autour de cette partie. Bien, Monsieur Ba, je rappelle que nous sommes toujours dans la première partie de ce livre et donc peu après, à la page 26, vous évoquez également la notion de grandeur en politique. Qui peut être qualifié de grand, qui ne peut pas l'être et pourquoi? À mon avis, c'est lui qui peut être qualifié de grand ou qui intègre la notion de grandeur dans ses actes. C'est celui-là qui ne se limite pas à l'effet présent de l'acte qu'il pose. Parce qu'il y a une grande différence entre les hommes politiques et les hommes d'État. Il y a eu beaucoup d'hommes politiques dans ce monde, mais les hommes d'État, ils sont rares. C'est pourquoi ils sont précieux. Alors, être en politique, c'est s'investir ce mandat de devenir un homme d'État, et cela se traduit par beaucoup de choses. Votre attitude elle-même, l'exemplarité que vous devez renvoyer, c'est que vous incarnez pour la société. Mon père m'a toujours dit, la confiance n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Lorsque les gens vous font confiance, il ne faudrait pas en abuser, il ne faudrait pas croire qu'ils sont des idiots. Il ne faudrait pas croire qu'ils n'ont rien à faire, c'est pourquoi ils vous ont fait confiance. Il faut savoir tenir ça. Ça, ce sont les hommes d'honneur qui ont cette conception, cette compréhension de la confiance. Donc la grandeur, si vous voulez, je rapporte ça à la question d'éthique, à la morale. On ne peut pas, parce qu'on est président, parce qu'on est premier ministre, parce qu'on est président de l'Assemblée nationale, qu'on doit se donner le droit d'écraser les autres sous prétexte qu'on dispose d'un pouvoir. L'essentiel du pouvoir, c'est lorsque c'est utile aux gens. Quand ce n'est pas utile aux gens, ça n'a pas de sens. Le pouvoir politique sert à satisfaire les besoins des gens, à résoudre les problèmes de la société. Les hommes qui réfléchissent dans le sens de la grandeur, c'est ceux qui s'inscrivent dans l'histoire. Pas ceux qui veulent simplement être des court-termistes, à savoir profiter d'un poste, peu importe ce qu'on en dira. Toujours est-il qu'on a tellement d'exemples dans notre pays, et il y a une partie où j'ai parlé du pouvoir, le péché et la malédiction, parce qu'il y a une logique en tout. Je crois à la logique de la vie. Je crois beaucoup aux valeurs humaines. L'acte que vous posez a forcément un résultat. Et en général,
la manière par laquelle on finit sa vie est une sorte de résumé de la manière par laquelle on a vécu. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas blâmer Dieu, parce qu'il ne peut pas vous créer, être injuste avec vous. Il vous rend ce que vous avez donné à la société. Si vous avez été bien, il vous le rend bien. Vous aurez les honneurs. Si vous avez travaillé mal, il vous rend mal ici. Et bien entendu, il vous rendra mal le jour du grand rendez-vous avec lui. D'accord. Je pense qu'on s'est également compris à ce niveau. Et donc, justement, la chose qui arrive très souvent, surtout dans des pays comme le nôtre, donc la Guinée, souvent, il y a des personnes qui se déclarent apolitiques. Et donc, quelle est la pertinence, en fait, de se déclarer apolitique face à la pauvreté et à la dictature? Je considère l'attitude qui consiste à dire, et c'est très régulier dans le débat, ah ben moi je ne suis pas politique, moi la politique ça ne m'intéresse pas. D'accord, mais la politique s'intéresse à toi. Donc si tu ne veux pas être un acteur, tu vas être un instrument. Parce que tu vas toujours te plaindre. Je donne un exemple très pratique et je cite ça. Dès qu'on finit ses études en Guinée, en général, on a un bon emploi, pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Tout de suite, on ne se sent heureux que de deux façons. Soit parce qu'on s'est replié sur soi-même, on s'est bunkérisé, on n'a plus accès aux autres, sous prétexte que les autres sont mauvais, ils sont dangereux. Je ne veux même pas que mes enfants jouent avec les enfants du quartier. Ton milieu social ne te connaît pas. Ou bien, c'est lorsqu'il voyage avec sa famille, il pense qu'il est heureux. Mais en réalité, c'est le plus malheureux de la société, parce qu'il ne s'épanouit pas là où il est né, là où il a grandi. Mais il est prompt à porter un jugement ou un préjugement. Avec sa télécommande à la télé, il pense que tous les politiques sont mauvais. Tous ceux qui se sont impliqués sont mauvais. Vous ne faites rien, vous ne foutez rien, vous ne réussissez rien. Mais toi qui es là, ce n'est pas ton devoir de faire quelque chose. La politique, ce n'est pas un métier, c'est une vocation. Moi, ce n'est pas la politique qui me donne un salaire. Ce n'est pas la politique qui nourrit les enfants que j'ai ici. Chacun de nous a un travail quelque part. Mais la politique est compatible à toutes les activités professionnelles qu'on mène. Dès lors qu'on pense que les autres ne font pas bien, au lieu de se plaindre qu'ils ne fassent pas bien leur travail, mais venez, poussez-les et faites le boulot. Lorsqu'on vient par exemple dans un département administratif, c'est régulier d'entendre un fonctionnaire dire « Écoutez, mon ministre, il ne m'écoute pas, le directeur, il n'a pas le niveau, moi je ne veux plus lui parler, j'ai fait des recommandations. » Tous les responsables de l'administration, la plupart d'entre eux sont techniquement compétents. Mais le décideur, il est politique. Le ministre, il est politique, il est nommé. Lorsqu'il est politique, il fait ses calculs avant de prendre en compte vos recommandations techniques. Vous êtes intelligent, c'est vrai, mais lui, il a un agenda qui n'est pas le vôtre. Donc, au lieu de tout le temps se plaindre que les autres ne valorisent pas vos idées, mais soyez à la place de ceux-ci et valorisez vos idées parce que c'est votre pays aussi. Donc, c'est cet engagement que j'ai voulu susciter. Il faut que les intellectuels, les hommes de valeur, arrêtent de se dire « moi, je suis apolitique ». Ça n'a pas de sens, surtout dans un pays où le niveau de pauvreté est grand. Les questions de droits de l'homme sont des questions d'enjeu. On est arrivé à un moment en Guinée où même les tueries ne donnent pas, enfin, n'indignent pas les questions humaines sous prétexte que c'est à caractère politique, je n'en parlerai pas. La politique ne doit pas nous déshumaniser. D'accord, vous l'avez compris. Et donc, on a tenu à évoquer ces quelques passages dans la toute première partie de cet ouvrage et j'avoue qu'on ne pourra pas du tout dire de cette première partie et c'est pourquoi nous allons attaquer la deuxième partie. Et donc, plus loin dans cette autre partie, les enjeux contemporains et les défis du futur, vous posez une question assez pertinente qui, à mon avis, mérite une réponse. La question, c'est de savoir si la Guinée a un problème de constitution ou de grandeur de ses dirigeants. Quelle est votre position et pourquoi? Alors, cette réflexion, je l'ai faite lorsqu'il y a eu la polémique et même la crise autour du troisième mandat. Je me suis interrogé, j'ai fait quelques recherches. La Guinée a toujours eu des constitutions et si vous les voyez en profondeur, je pense sur la bonne vigilance des éminents juristes que nous avons ici et des avocats. Sur la base des textes, je pense qu'on n'a pas à envier à qui que ce soit parce que théoriquement, on a eu des textes très progressistes. On a eu des constitutions qui pouvaient, si elles étaient valorisées, nous aider à régler beaucoup de problèmes de société. Lorsque je prends
un exemple, un seul. Le cas, par exemple, de l'ethnostratégie politique en Guinée. Vous verrez qu'il y a suffisamment de dispositions qui sanctionnent le discours à caractère ethnique, sectaire, communautaire. Mais pourquoi ça se perpétue? C'est parce que ces textes ne sont pas valorisés. Alors pour moi, la Guinée n'a pas un problème de constitution. La Guinée a un problème de grandeur de ses dirigeants. L'exemple du précédent régime dont Alpha Condé était à la tête, ne serait-ce qu'en 2020, s'il avait donné du poids à la constitution qu'il a fait élire et réélire, sur laquelle il a prêté serment devant la République, devant le monde entier, le principe de l'alternance allait s'enraciner en Guinée, ça aurait été le plus grand héritage politique qu'il aurait laissé à notre pays. Malheureusement, il a manqué de grandeur, parce qu'il a été nombriliste. Il a pensé à lui comme ses prédécesseurs. Je suis là, j'y reste. Alors, c'est la personnalité qui donne de la valeur à la Constitution. La loi, elle n'est bonne que lorsqu'elle est valorisée. Alors, c'est à ce problème que je me suis attaqué pour dire qu'on a beau rédiger des constitutions. J'ai entendu récemment des discours. On va faire une constitution qui va résister au temps, qui va résister à la tempête, Tant qu'on n'a pas de dirigeants qui ont une grandeur, qui comprennent que la Constitution mérite d'être valorisée, n'importe qui viendra piétiner et considérer que c'est un chiffon. On a même entendu des discours de cette nature ici. La Constitution, c'est rien. Parce que la volonté des gens prime. Toutes les grandes démocraties du monde, que ce soit les États-Unis, la France, la Suisse, des démocraties africaines dont on parle, il n'y a rien qui soit parfait, mais vous verrez que dans leur histoire, ils ont toujours grandi, ceux qui ont grandi leur constitution. Dans le discours politique quotidien, il est très difficile de trouver des personnalités de référence qui ont grandi les textes en Guinée. Parce que je rappelle encore, depuis 1958 jusqu'à nos jours, la Guinée n'a jamais connu une passation de pouvoir entre un président élu sortant et un président élu entrant. Il faudrait bien que cela soit un jour fait, et ça va célébrer la grandeur des hommes qui l'ont fait et la démocratie que nous voulons bâtir. Donc c'est à cette dimension que j'ai fait référence. Et comme vous l'avez dit, il ne faut pas regarder comment la personne vient, mais plutôt regarder comment la personne part. Voilà, vous avez dit ça dans votre livre également. Et vous évoquez tout de même les transitions militaires, pour ou contre, et en quoi il est important d'évoquer ce passage dans votre ouvrage. J'ai traité la dimension des transitions militaires comme étant un mal politique, social et économique. Je ne parle pas de la transition et des transitions de façon prétentieuse ou en qualité d'observateur. Je n'ai pas connu, parce que la transition 84-93, j'étais encore adolescent, mais les deux dernières transitions, à l'occurrence celle de 2008 et celle qui est en cours, j'ai eu la chance de les connaître avec un niveau de maturité qui me permet d'en parler. Alors, on se rend compte que les transitions militaires ne sont pas des solutions. Mais le problème est qu'on est parvenu à instaurer une sorte d'esprit défaitiste dans nos mentalités, de sorte qu'à un moment donné, les politiques m'ont compris, peuvent se dire, comme ça ne marche pas, que l'armée prenne ses responsabilités. On veut soigner un mal, mais en réalité, on le soigne par un autre mal, et finalement, on se retrouve dans un tourbillon. Là, ce n'est pas l'homme politique qui vous parle, c'est quelqu'un qui essaye de comprendre en profondeur comment les choses se passent. Alors, les transitions militaires font partie de la culture politique de la Guinée, et nous savons ses corollaires, les conséquences que cela génère. Et en général, les transitions, plus elles durent, plus elles s'enlisent. 84, qui a commencé avec le CMRN, s'est retrouvé jusqu'en 93 pour une petite transition d'1 an ou 2 ans promise. Nous nous sommes retrouvés avec 9 ans. Résultat de la transition, une dictature militaire de 24 ans. La tentative de 2008-2010, elle a été freinée par un mouvement populaire. Et ce mouvement populaire a été réprimé dans le sang, le procès est en cours. Nous sommes embarqués dans une autre transition, avec tous les contours, tous les risques et toutes les incertitudes. Il ne faut pas s'imaginer des miracles. Il n'y a aucun développement économique qui soit possible dans une situation de transition parce que ça reste une transition. Le paramètre le plus important en matière de développement, c'est le paramètre confiance.
Comment peut-on inspirer confiance en une gouvernance lorsqu'on sait qu'elle n'est pas adossée à des lois, lorsqu'on n'a pas de garantie qu'elles peuvent se pérenniser? Raison pour laquelle nous devons tous œuvrer pour non seulement le retour à la démocratie, à l'ordre constitutionnel, mais veiller à trouver des alternatives aux crises politiques et institutionnelles de notre pays. Il ne faudrait pas qu'on continue de croire que les alternatives à ces crises peuvent être forcément des alternatives militaires. Et dans tous les pays du monde, quand l'armée s'habitue au pouvoir, ce qui arrive, c'est un état d'esprit qui s'instaure. Et j'ai retracé cela, vous découvrirez dans le livre, au début des années 2000, sur la base des agressions rebelles, comment le train de vie de l'armée guinéenne a changé. Et après la riposte par rapport aux agressions, même si le besoin n'était pas là, le train de vie s'est maintenu. Et beaucoup de militaires ont commencé à avoir d'énormes privilèges. Et lorsqu'on a des privilèges dans la vie, on n'a pas envie de les perdre. Et l'esprit de clan s'est instauré pour se dire protégeons nos intérêts. Et le général Lansana Conté étant fatigué, il allait de soi que c'est l'armée qui était là, qui était préparée. Parce qu'ils ont préparé ça. Et pourtant, il y a une erreur, ou des erreurs qui se répètent souvent, je l'ai mentionné. Quand j'ai vu encore la crise 2006-2007, j'étais étudiant à l'époque, mais en général, nous pêchons toujours du fait que, après avoir mené un combat citoyen, on laisse quelqu'un qui ne s'est jamais impliqué dans ce combat-là à récupérer tout le résultat et à vouloir nous promettre le meilleur. Normalement, après, en 2006-2007, ou par la suite, le dernier combat qui a été mené contre le 3e mandat, ceux qui ont mené ce combat sentent plus ce combat que ceux qui n'étaient pas concernés. Donc voilà en fait des esquisses dont je parle et je crois qu'il faut qu'on trouve des instruments régulateurs, des moyens alternatifs pour ne pas qu'on se sente obligé de corriger les insuffisances politiques et institutionnelles par des transitions militaires. On ne s'en sortira pas. Et pour avoir lu ce livre, je peux vous garantir que dans le livre, il est beaucoup plus détaillé. Là, nous ne faisons qu'effleurer parce que, comme je l'ai dit tantôt, on ne pourra pas vraiment rentrer en profondeur, mais c'est une façon, en fait, de vous situer par rapport aux différentes thématiques se trouvant dans cet ouvrage. Et vous parlez également de la politique politicienne quand vous évoquez l'exercice des libertés fondamentales. C'est quoi la politique politicienne ? La politique politicienne, elle se répète souvent dans le langage ordinaire. Ma compréhension de ce concept, c'est celle qui détruit, celle qui ne mène nulle part. La politique a été définie de façon pervertie, de sorte que je comprends quelquefois que beaucoup veulent s'en éloigner. Et raison pour laquelle ce projet, qui s'ajoute à d'autres, j'espère que d'autres viendront, lorsqu'on va faire de la politique par la confrontation de nos idées, par la confrontation de nos projets de société, je crois que la politique va s'humaniser, elle va se pacifier. Parce que au stade où nous sommes, la politique encore, elle est violente en Guinée. L'histoire de la violence politique en Guinée, ça peut vous faire un ensemble de livres, une série de livres. Je suis sur un autre projet dans ce sens. J'espère que Sansi ne manquera pas de m'accompagner. Mais la problématique de la violence politique en Guinée, je voudrais vraiment traiter ce sujet parce que c'est un sujet pertinent, un projet de... C'est devenu un paramètre tellement intégré qu'à un moment donné, les gens sont insensibles. Alors, il faudrait qu'on revienne à une situation pacifique, qu'on ne considère pas que la politique doit être caractérisée par la mort, la répression, et l'injustice, l'arbitraire. Je considère que la politique, elle est passionnante quand elle sert les gens. Voilà. Et donc, on le dit très souvent, l'écriture, c'est comme la drogue. Quand on commence, on n'a plus envie d'arrêter. Et on est déjà impatient d'accueillir le prochain ouvrage. Mais d'ici là, l'autre chose qui me vient à l'esprit quand on parle de politique, bien sûr, c'est l'ethnostratégie. Vous y croyez vraiment ? Oui, l'ethnostratégie est une réalité de la société guinéenne. Mais je ne la perçois pas comme étant une cause des problèmes guinéens. Je la considère comme étant une conséquence d'une insuffisance très importante. Je suis parti du principe, d'une observation ou d'un ensemble d'observations. Lorsqu'un citoyen vient à l'hôpital ou dans un commissariat de police, le premier geste réflexe qui lui vient en tête, c'est d'identifier, soit par le visage, soit par le langage, quelqu'un qui lui ressemble un peu. Soit qui parle sa langue, ou qui vient de sa région, ou peut-être qui a son âge. Alors tout de suite, il s'adresse à lui pour ses besoins.
Parce qu'a priori, il se dit que si je n'ai pas un parent, si je n'ai pas un ami là-bas, je ne serai pas servi. Alors, avant qu'il ne pense à ça, il faut corriger cela et lui rassurer que c'est un service public. Un service public, c'est pour tout le monde. Alors, partant de ces observations, je me dis, ce sont les insuffisances de l'État qui ont permis de céder la place à l'ethnostratégie dans le domaine politique, dans le domaine social. Les acteurs politiques sans programme, qu'est-ce qu'ils font? On a créé le parti. Il faut aller au village. Il faut réunir les parents. C'est le parti de votre fils. Les autres, là, ils ne nous aiment pas. Votre fils, là, si vous ne l'aimez pas, c'est tant pis pour vous. Parce que vous êtes en danger. Donc, on a vendu la peur aux gens. Au lieu de leur vendre l'espoir, on a fait peur aux populations. On leur a dit, les autres vont... Quelquefois, quand vous entendez caricaturer certains dirigeants politiques, vous avez peur. Parce que ce discours-là, il est passé. Et les gens l'ont intégré. Si ce n'est pas nous, ça veut dire que ceux qui viendront vont nous écraser. Alors moi, je me suis dit, il faut que cette peur se transforme en espoir. Il faudrait faire comprendre aux gens qu'on a besoin d'être soutenus, mais ce n'est pas respectueux de venir dire à quelqu'un « je veux le pouvoir, soutiens-moi parce que je suis ton frère ou parce que j'ai épousé ta sœur » ou ce n'est pas respectueux. Il faut plutôt vendre son programme de société. Bien sûr, il faut avoir un projet, montrer qu'est-ce qu'on peut changer. On ne peut pas tout réussir, c'est vrai. Mais ce qu'on peut changer, c'est avec ça qu'on doit aller vers les gens. Il faut discuter avec les gens, leur dire concrètement qu'est-ce que moi aussi je peux ajouter à la société. Donc j'interpelle cette jeunesse en particulier pour se dire l'ethnostratégie, l'ethnocentrisme, c'est un piège. Dieu ne peut pas se tromper en nous mettant ensemble les fils d'un même pays. Notre diversité, c'est une valeur. Moi, je n'ai pas choisi où je suis né, qui m'a mis au monde, mais j'ai une obligation vis-à-vis de chacun de vous. Donc, en tant que Guinéens, définissons-nous comme étant citoyens de cette République. Tout ce qui concerne l'ensemble de la Guinée concerne chacun de nous. Donc, c'est ce que j'ai voulu illustrer. D'accord, monsieur Ba. C'est si agréable de vous écouter, étant jeune, très jeune d'ailleurs, je dirais. Et puisque tout à l'heure, vous parliez de la jeunesse, je pense que je vais profiter et recueillir votre avis par rapport à cet autre phénomène, parce que de plus en plus, des jeunes aspirent à devenir des politiciens ou alors à se lancer dans la politique. Est-ce que le fait que la jeunesse se lance dans la politique est une alternative rassurante? Oui, ça pourrait l'être. Ça dépend du contenu qu'on donne à cela. Parce que moi, je refuse simplement qu'on me dise « je suis jeune, donnez-moi de la valeur parce que je suis jeune ». Moi, je n'ai rien contre les vieux, on ne choisit pas son âge. C'est le temps qui vous l'impose. J'ai du respect pour toutes les catégories d'âge et chacun peut apporter quelque chose. Je définis la jeunesse par rapport à la qualité de ses idées. Je ne définis pas la jeunesse par rapport à l'âge. Il y a certains qui pensent que dans ce pays, il faudrait le fait d'être jeune doit être un programme politique. Je n'ai jamais tenu un discours de nature à dire que parce que je suis jeune, tel est vieux. Non, ça n'a pas de sens. C'est votre capacité qui doit vous définir. C'est votre caractère qui doit vous définir. Ce sont vos compétences qui doivent vous définir. C'est ce que vous pouvez apporter à la société qui doit vous définir. Aujourd'hui, j'ai des raisons d'être inquiet pour certaines dimensions. Je vis en Guinée. J'observe certaines attitudes. Vous verrez que la jeunesse en politique, ce n'est pas une nouveauté. L'histoire de ce pays, je n'ai pas la prétention de l'apprendre à qui que ce soit. Je crois que les premiers acteurs politiques de la Guinée après la Deuxième Guerre mondiale, parce que la Guinée n'a pas commencé en 1958, les partis politiques ont commencé post-guerre, 46, 47, les associations, les organisations et autres. Ce n'était que les jeunes. Le premier président de la République, Feu Ahmed Sékou Touré, était dans la vingtaine. Seyfoulaye Diallo, Diawadou Bari, Mamba Sano, Framoué Berete, Koumandian Keïta, le doyen Doura, qui fait partie des fondateurs du PDG à l'époque. Tous ceux qui ont représenté à l'époque la Guinée au Congrès historique de Bamako pour la fondation du RDA, Yassine Diallo. Et toutes ces personnalités-là, ils étaient dans la vingtaine, dans la trentaine. Les plus âgés avaient 35 ans. Donc on n'aura pas la prétention de dire que c'est nous qui avons commencé. La Guinée a toujours une jeunesse militante, une jeunesse valeureuse, militante. Mais il faut que les jeunes... Aujourd'hui, la situation nous donne beaucoup d'outils. Quelquefois, je suis peiné quand je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je vois beaucoup de perversions, malheureusement, mais il faut le dire. Les réseaux sociaux doivent constituer un instrument de construction de la société et de construction personnelle. On ne doit pas y aller pour exposer
le côté pervers de sa vie pour s'attirer l'attention des gens. Ça n'a pas d'utilité. On ne doit pas être colporteur des fausses nouvelles. La Guinée est un grand pays consommateur de fake news. Il y a tellement de choses qui se disent sur les gens, il faudrait qu'on fasse attention. Ceux dont on n'a pas la maîtrise, il ne faut pas en parler. Ça ne coûte rien de poser une question pour savoir quelque chose qu'on ne savait pas. Il ne faut pas avoir la prétention de tout connaître et de vouloir tout dire. Aujourd'hui, dans ce pays, on a des pages sociales. Parce qu'on a simplement créé une page sociale, on est devenu expert en tout. Lorsqu'on parle d'économie, c'est nous qui tombons sur tout le monde. On sait mieux que tous. Lorsqu'on parle de diplomatie, c'est nous qui savons. Alors cette jeunesse doit comprendre que les outils des nouvelles technologies de la communication et de l'information doivent être utilisés pour le bien de la société. On doit célébrer la création des applications, on doit créer tout ce qui est innovation. Tellement d'opportunités existent. Il y a des cours en ligne, il y a beaucoup de choses qu'on peut aller prendre. On ne doit pas aller exister simplement pour polluer la société. D'accord, oui, à la jeunesse, mais à la jeunesse consciente et responsable. J'aime souvent reprendre Pierre Corneille qui dit qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Je pense que les pionniers en Guinée dans le domaine de la politique l'ont en tout cas prouvé, même si notre histoire n'a toujours pas été en long fleuve tranquille. Et donc jusqu'ici, on est en train de parler des deux premières parties. Peut-être une dernière question par rapport à la troisième et dernière partie de ce livre. Vous évoquez aussi la question mémorielle à la page 103. À qui profite notre silence? Oui, c'est l'une des parties sur laquelle j'étais vraiment attentionné parce qu'elle m'a toujours intéressé. La question mémorielle en Guinée est un véritable problème. Pourquoi? Parce que chacun a sa version des choses. Chacun dit les choses comme il a appris ou comme il pense. Alors que nous devons, en tant que pays, avoir une mémoire collective autour de laquelle on est au moins d'accord. Tout est polémique en Guinée. Parce que malheureusement, ceux qui devraient le faire n'ont pas fait pour avoir un rendu. Nous avons tous, enfin, pour la plupart d'entre nous, étudié en Guinée. Moi, j'ai eu l'impression que dans nos manuels scolaires, qu'on nous a caché des choses. Honnêtement, c'est après mes études universitaires que j'ai découvert le rôle que beaucoup de nos concitoyens ont joué dans la situation pré-indépendance, pendant l'indépendance et après l'indépendance. Mais si ce sont les autres qui écrivent pour nous, comment on peut justement, et nous, qu'est-ce qui nous empêche d'écrire? Il y a eu beaucoup de nos historiens qui ont fait des efforts. J'en ai consulté quelques ouvrages. Mais je trouve qu'il n'y a pas eu suffisamment de contradictions et je crois que l'État doit se battre pour faire en sorte que la question mémorielle revienne au centre de nos préoccupations. Parce que si nous n'arrivons pas à célébrer notre mémoire collective, quelle est la date aujourd'hui qui fait consensus en Guinée autour de laquelle tout le monde se met d'accord? Parce que même la date du 28 septembre, on sait ce qu'elle représente dans la tête des gens maintenant. Alors, si on ne tire pas les enseignements de ce passé, on ne solde pas les comptes du passé, à chaque fois que ça arrive, on réunit, je n'ai rien contre les imams et les prêtres, on les réunit, faites des prières. Désormais, la Guinée est en paix, on va être en paix, on a lu le Coran 10 000 fois, l'Église a fait des dons. Mais ça ne nous mène nulle part jusqu'à présent. Il faut qu'on en parle. Parce qu'il y a un système qui s'est instauré en Guinée qui a créé une peur d'en parler. Dès que tu parles du premier régime, le premier élément de repérage de la plupart des gens, tu appartiens à quelle ethnie? Dès que tu parles, tout de suite, ils se donnent spécialistes en raisonnement. Ah oui, ce sont les autres. Dès que tu parles du second régime, la même chose. Dès que tu parles du régime actuel, toute critique vis-à-vis de l'État trouve un moyen subjectif d'être englué dans un tourbillon et les idées se perdent. Et les gens ont la peur d'être critiqués. Ils ont la peur d'avoir des attaques. Alors qu'il y a une ignorance qui est là, moi je me suis dit qu'il est important que chacun de nous s'investisse pour la question mémorielle et qu'on arrive à solder les comptes, qu'on sache ce qui peut nous permettre d'aller de l'avant. On ne doit pas avoir honte de notre histoire. Ah ouais. Elle n'est même pas honteuse, on en est fier. Le Guinéen a une certaine arrogance positive, j'apprécie ça. On se tape la poitrine, on est fier d'être Guinéen. Nous, on ne dit pas que c'est les autres qui sont nos problèmes. Nous savons que nos problèmes, c'est avec nos propres concitoyens. Nous travaillons à les régler ici. Mais il faudrait que cette fierté s'appuie sur du concret, pas en restant là et à faire des choses qui sont opposées au discours qu'on porte. Donc pour moi, la question mémorielle, aucun sujet ne doit être tabou. Quand j'ai envie de parler du premier régime, que je parle. Quand j'ai envie de parler du Kambouaro, que j'ai l'opportunité d'en parler.
peu importe la critique qui va se faire, mais au moins que la critique soit constructive. Quand j'ai envie de parler du 28 septembre, quand j'ai envie de parler de la sûreté, la prison au temps du général Lansana Conté, quand j'ai envie de parler de toutes ces répressions-là, il faut que les gens aient le courage de parler. Parce que c'est quand on en parle, un jour qu'on va solder les comptes et qu'on se dira, tenez, ça au moins ça s'est passé dans notre pays. Et nous nous retrouverons en toute convivialité pour célébrer le passif de notre histoire et les actifs. Ça nous permettra de tirer les enseignements pour éviter les erreurs du passé et pour nous projeter dans le futur. Comme on le dirait, assumons notre histoire. Alain Foka aimait le rappeler. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Donc, assumons encore une fois notre histoire. Monsieur Ba, il y a tant à dire, énormément de choses à dire. Mais vous aurez aussi la chance de passer dans des émissions comme Belles Lettres. Vous aurez la chance de passer dans des universités avec Monsieur Sansi, qu'il fait souvent d'ailleurs avec ses auteurs. Donc, ça sera autant d'occasions pour parler des contours et pourtours de cet ouvrage. Mais je pense que globalement, le public ici présent est situé. Peut-être, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de ce livre, Agir pour la Guinée? Je voudrais qu'on retienne que c'est une modeste contribution d'un Guinéen. Je n'ai aucune prétention de dire que c'est la vérité coranique ou biblique. Ce sont mes idées, ce sont mes analyses, je les assume. Lorsqu'on porte un ouvrage à la disposition du public, c'est pour le soumettre à la critique. Elle peut à la fois être objective, elle peut à la fois être aussi subjective. Il y a certains qui se limiteront au nom. À l'UBA, ça leur suffit pour avoir une opinion, même s'ils ne veulent pas ouvrir la première page. Il y a certains qui liront 4 fois, 5 fois le livre. Lorsqu'on a plus de 13 millions d'âmes, on ne peut pas être assez intelligent pour savoir décrire chacune de ces âmes. Je mets ça au service de la Guinée, au service des partenaires de la Guinée, dont je salue la présence. Mon cher ami, M. Marc Fambostier, l'ambassadeur de France, et Mme Jolina Ponce, cher ami, M. l'ambassadeur d'Espagne, M. le Premier ministre, et le représentant de l'ambassade de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, et toutes les personnalités qui sont là. Donc, c'est pour la Guinée, vous êtes là, et nous sommes tous confiants que ce pays a des atouts. Ce pays peut aller de l'avant. Il n'y a aucune histoire d'un pays qui s'est faite en moins de 50 ans. C'est pourquoi je suis un afro-optimiste, parce que je vois beaucoup de comparaisons faciles. Lorsqu'on parle des pays occidentaux, qu'on parle des États-Unis, de l'Europe, ils ont vécu des tragédies. Il y en a certains qui ont tué des présidents, qui ont guillotiné des rois, ils ont connu des révolutions. Nous ne devons pas avoir honte de notre parcours. Ce sont les difficultés inhérentes à toute société. L'Afrique, les États n'ont qu'une 60aine d'années d'existence. 60 ans, c'est beaucoup dans la vie d'une personne, mais c'est microscopique dans la vie d'un État, d'une nation. Tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de faire notre part du boulot. Qu'est-ce qu'on peut laisser à nos enfants? Qu'est-ce qu'on peut laisser à nos petits-enfants? Si chacun se met à l'esprit qu'en faisant bien son travail, servir la Guinée ne veut pas dire forcément devenir ministre. Servir la Guinée ne veut pas dire forcément être député, être président de la République ou être fonctionnaire d'État. Servir la Guinée, c'est être honnête vis-à-vis de la société guinéenne. C'est faire très bien son travail, là où vous êtes. Si vous êtes menuisier et que vous avez un contrat, faites bien votre travail. Vous êtes en train de servir la Guinée. Quand j'ai vu les résultats des ventes de ce livre, quand j'ai vu la taxe qui est prélevée au niveau du transport, ou toutes les taxes, le régime fiscal appliqué dessus, selon les États. La dernière fois, je me suis amusé à faire un petit calcul quand j'étais aux États-Unis. J'ai vu que c'est que la plateforme numérique était en train de vendre une taxe entre 4 à 6 $. Alors, à évaluer que ce soit 1000 livres qui soient vendus sur le territoire américain ou 10 000 livres, c'est combien? C'est plus de 45 000 $ rapportés au Trésor américain, et c'est un Guinéen qui l'a fait là-bas. Moi, je voudrais que ce soit fait ici. Je voudrais que ces résultats, que cet argent-là puisse rentrer dans les caisses de l'État guinéen. Et c'est pourquoi Sansi Kaba et Harmattan sont en train de se battre pour que ces livres soient vendus. Si vous achetez les livres, c'est une contribution à la Guinée. Alors que chacun de nous porte l'autre.
Lorsqu'on a des défauts, il faut qu'on se le dise. Acceptons les critiques. Les critiques ne font pas trop partie de notre réalité sociale. Parce que dès qu'on vous critique, tout de suite, vous prenez mal, vous dites « il ne m'aime pas ». On ne peut pas évoluer si on ne se critique pas. Il ne faut pas être allergique à la critique. On ne peut pas évoluer si on ne se contredit pas. Mais il faudrait le faire dans le respect, dans la courtoisie. Nous avons des valeurs que nous avons héritées de nos parents, où la solidarité est au top niveau. Il faut qu'on soit tous des Guinéens, qu'on se donne la main. On a des amis de la Guinée qui se battent au quotidien pour que la Guinée aille de l'avant. Et honnêtement, avec vous, ce livre est l'illustration d'un espoir que je partage pour notre pays. Et je vous invite à le lire. D'accord, vous l'avez compris. Il vous invite humblement à lire ce livre. Et aujourd'hui, je pense qu'il s'est inscrit dans la logique des apporteurs de solutions aux maux qui gangrènent nos sociétés. Merci. Nous avons souvent tendance à dénoncer sans pour autant faire des propositions concrètes. Et donc, je pense que dans ce livre, des réflexions sont menées, des propositions sont apportées. Chaque Guinéen, chacun de nous peut à sa façon contribuer à bâtir cette Guinée, cette nation que nous aimons tant. Et donc, mesdames et messieurs, je pense qu'on va se quitter, en tout cas pour cette phase, sur ces mots. On parlait donc du livre « Agir pour la Guinée » de M. Aliou Ba. C'est un livre de 180 pages, reparti en 3 grandes parties, à savoir pratique politique en Guinée entre idéal de moralité et réalité de perversion, les enjeux contemporains et les défis du futur, perspective, la nécessité des réformes et le courage des actions. C'est un livre qui est donc édité par l'Harmattan Guinée.